Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons durant 2 dimanches de plonger dans l'œuvre immense de Jamgon Kongtrul, maître tibétain exceptionnel du 19e siècle issu de la lignée Kagyu. Grâce à sa prodigieuse érudition et sa volonté novatrice de préserver les différentes traditions tibétaines, il consigna et sauvegarda tous les aspects des 8 lignées tibétaines bouddhistes. Une œuvre considérable dont nous allons parler avec notre invité Christian Charrier, qui vient de terminer la traduction d'un 4e volume. Ce matin, nous présenterons ce grand maître tibétain, ainsi que sa vaste encyclopédie intitulée Trésor de connaissances, 10 volumes, formant un traité complet sur la connaissance spirituelle. Et puis la semaine prochaine, nous présenterons le dernier volume traduit, qui décrit le processus de transformation du pratiquant bouddhiste. Nous avons le grand plaisir de retrouver Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant du Dharma, vous avez fait la retraite de 3 ans dans la tradition Kagyu. Vous êtes donc traducteur de textes tibétains anciens que vous contribuez à faire connaître en langue française avec le soutien de la Fondation Tsadra. Et c'est un travail énorme que vous faites, je crois, depuis 20 ans, avec cette attention particulière sur Kongtrul depuis 8 ans environ. C'est ça, oui. Merci infiniment de nous répondre aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on va tout d'abord vous demander qui était Jamgon Kongtrul. Jamgon Kongtrul, c'est un personnage extraordinaire du 19e siècle tibétain, un grand maître tibétain qui a énormément contribué à préserver toutes les traditions du bouddhisme tibétain au sein d'un mouvement qu'on a appelé le mouvement non sectaire Rimé, très connu. Voilà. Donc c'était un peu la figure de proue de ce mouvement. Oui, le nom même de Jamgon Kongtrul est assez significatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Son nom complet, c'est Jamgon Kongtrul, l'Audre taillée. Et les termes mêmes de son nom illustrent bien un peu son intelligence et sa sagesse, puisque Jamgon, c'est un terme qu'on utilise souvent pour parler de Manjushri, qui est donc le bodhisattva de la sagesse. Et l'Audre taillée veut dire une connaissance infinie, donc une intelligence infinie. Donc ça illustre bien justement les capacités extraordinaires dont disposait Kongtrul et dont on peut bénéficier actuellement. Oui, c'est quelqu'un qui à la fois a cherché les écrits anciens et puis les a mis par écrit. C'est ça. Avant de les diffuser aussi. C'est ça. En fait, oui, c'est ça. Il a découvert de nombreux textes qui étaient menacés de disparition au Tibet. Ensuite, il a fallu, bien sûr, les compiler, tous ces textes. Puis ensuite, donc, pour les préserver, il a fallu les transmettre et les enseigner dans tous les coins du Tibet. Un peu. Alors, l'une des façons de les transmettre, c'est donc de les écrire sous un corpus de textes qu'on appelle les 5 grands trésors. C'est ça, c'est une compilation énorme qui regroupe environ, je crois, 90 volumes. Et, donc, des gros volumes. Des très gros volumes, oui. Et justement, qui représente toute la richesse de la tradition tibétaine écrite. Alors, parmi ces 5 grands trésors, il y a le trésor de connaissances, c'est celui que vous contribuez à faire connaître aux francophones, on va dire comme ça. De quoi s'agit-il, le trésor de connaissances ? Donc c'est aussi une grande encyclopédie qui est composée de 10 volumes. Chaque volume a 4 chapitres, donc ce qui fait à peu près 40 sections, qui vont depuis la venue du Bouddha dans notre monde, son enseignement, la diffusion de son enseignement en Inde et au Tibet, et ainsi de suite. Donc toutes les facettes de l'enseignement qu'un pratiquant bouddhiste doit pratiquer, et ça va comme ça, donc jusqu'à l'éveil, de notre propre éveil, disons, d'un pratiquant. Donc ça couvre énormément de choses. Oui, d'autant plus que ça couvre non pas que sur la lignée Kagyu, mais sur l'ensemble des lignées, c'est-à-dire 8 lignées. C'est ça. En fait, c'est ça l'avantage de pouvoir lire Jamgon Kongtrul, c'est qu'on a accès finalement à toutes les lignées de transmission au Tibet qui étaient encore vivantes au 19e siècle. Oui. Et donc, il a fait un travail énorme pour compiler tous ces enseignements et les rendre disponibles, puisque lui y avait accès. Oui, peut-être qu'on peut juste citer le nom des principales lignées.
Alors, les principales lignées qu'on appelle en fait les 8 chars de la lignée de transmission, c'est les 4 principales qu'on connaît bien, la lignée Nyingmapa, la lignée Kadam, la lignée Sakya et la lignée Kagyu. Et les 4 autres, ce sont des lignées plus mineures qui ont survécu en se rattachant à l'une ou l'autre de ces 4 grandes traditions. Alors vous, Christian Charrier, vous avez donc traduit à ce jour 4 volumes, 4 de ces fameux 40 Oui. sections. Vous pouvez nous dire un petit Oui, peu... je voudrais aussi préciser que je ne les ai pas traduits seuls. J'ai travaillé en tandem aussi avec Patrick Carré, on a contribué, on a travaillé ensemble sur un volume et on en a fait aussi un chacun. Et donc oui, ces 4 volumes qui sont aujourd'hui publiés. Donc le premier, c'est les systèmes philosophiques bouddhistes. Le deuxième, c'était les systèmes tantriques, les tantras bouddhistes. Le troisième, c'est les instructions cruciales. Et le quatrième, qui vient de sortir, ce sont les terres et les voies. Alors on va un petit peu vous demander de quoi sont faits ces volumes. Le premier, donc les systèmes philosophiques, de quoi ça parle? Alors les systèmes philosophiques reprend en fait les trois lignées, ou on pourrait dire les 3 types de véhicules qu'un pratiquant bouddhiste peut utiliser, le véhicule fondamental, le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana. Et donc, les quatre courants philosophiques que l'on trouve sont ceux, bien sûr, sur lesquels les maîtres tibétains et indiens, bien sûr, ont débattu pendant 1500 ans et qui représentent différents courants de philosophie qui permettent justement de réaliser la vue ultime de la vacuité. Les tantras bouddhistes, donc ça c'est le 2e volume que vous avez traduit, qui n'est pas forcément dans l'ordre linéaire de ce qu'a écrit Kongtrul. C'est pas forcément dans l'ordre linéaire. On a choisi les titres principaux pour pallier justement à ce qui était intéressant pour les lecteurs aussi francophones et aussi pour les pratiquants bouddhistes, pour leur fournir quand même matière à étudier et à pratiquer. Donc le 2e volume, c'est sur les tantras bouddhistes et c'est un volume qui porte à étudier le système interne et théorique des tantras bouddhistes. Ce ne sont pas toutes les pratiques bouddhistes qui sont, bien sûr, qui ne sont pas de l'ordre de la lecture d'un livre comme celui-là, mais plutôt d'expliquer tout ce qui est sous-jacent à la pratique des tantras bouddhistes, donc avec tous les éléments clés qui forment les tantras indiens, notamment. Les tantras, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les tantras, c'est ce qui représente en fait le véhicule du Vajrayana, le véhicule adamantin, qui a certaines particularités par rapport au véhicule des sutras, en seul sens qu'il a, bien sûr, comme les sutras, il unit la méthode et la sagesse, mais en plus, il offre des techniques et des méthodes qui sont extrêmement variées, qui ont fait leurs preuves et qui mènent plus rapidement à l'état de Bouddha. Alors, le 3e volume que vous avez traduit, vous l'avez intitulé « Les instructions cruciales ». De quoi s'agit-il? Alors, les instructions cruciales, c'est un volume que Patrick Carré a traduit lui-même. Et c'est un volume qui est en fait fondé sur les instructions clés ou les instructions essentielles. Bon, c'est un terme que ça traduit, ce mot instruction cruciale traduit le terme upadesha en sanskrit, qui étaient en fait les instructions un peu secrètes qui se donnaient de maître à disciple, souvent oralement, pour expliquer certains aspects de la pratique des tantras, justement, pour donner vie, en quelque sorte, aux tantras qui sans l'apport des maîtres spirituels, ne peuvent pas vraiment être pratiqués. Et ensuite, donc, ces instructions cruciales ont été mises par écrit et ont constitué ainsi donc différentes lignées de maîtres à disciples jusqu'à nos jours. Alors, le dernier volume qui a été publié récemment s'intitule « Les terres et les voies ». Oui, les terres et les voies, oui. C'est un titre assez traditionnel qui rend le tibétain salam, qui veut exactement dire ça, donc les terres et les voies, et qui décrit en fait la progression d'un pratiquant sur la voie, ou plutôt sur les voies bouddhistes qui peuvent s'offrir à lui pour pouvoir avancer progressivement jusqu'à l'éveil d'un Bouddha, jusqu'au but ultime. Alors c'est ce volume précisément dont nous parlerons la semaine prochaine, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre travail de traducteur?
Justement, quand vous vous plongez dans l'œuvre de Kongtrul, j'imagine que vous êtes dans une ambiance particulière. Comment écrit-il Kongtrul? Est-ce que c'est facile de le traduire? Kongtrul n'est pas très facile à traduire parce qu'il a un langage assez cryptique. Il s'adresse souvent à des lettrés, donc parfois il ne prend pas la peine de dire des choses qu'il juge tout à fait inutiles, mais pour nous, occidentaux, qui seraient très utiles à dire. Donc parfois, il faut un petit peu élaborer sur ce qu'il est en train de dire, ou en tout cas mettre beaucoup de notes pour expliquer ce qu'il a l'intention d'exprimer, qui n'est pas toujours très clair, mais qui pour lui l'était, et pour ses contemporains l'était sans doute aussi. À qui s'adressent ces volumes? Il y en a des plus difficiles que d'autres, hein. Je veux dire à qui s'adressent à l'époque de Kongtrul et aujourd'hui. Kongtrul a voulu écrire ce trésor de connaissances, dit-il, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Mais je pense qu'il s'est basé sur ses propres connaissances lui-même. Donc, c'est quand même... la barre était quand même assez haut. Donc pour nous, bien sûr, c'est un langage peut-être un petit peu difficile, qui est un domaine d'étude, quoique Kongtrul s'exprime quand même en termes assez simples, qui ne sont pas forcément difficiles à rendre en français. Et donc un pratiquant actuel peut très bien puiser énormément de choses pour sa pratique personnelle dans ces œuvres-là et aussi pour étudier. Ce sont à la fois des ouvrages d'études et des ouvrages de pratique. Et en fait, c'est ce qu'a voulu Kongtrul, surtout, allier le plus possible la pratique et la théorie. Donc ça s'adresse vraiment, je pense, à tout le monde. Oui, sachant que quand vous dites tout le monde, ce sont, puisque toutes les lignées sont représentées, chacun peut retrouver la sienne finalement. C'est ça, toutes les lignées sont représentées et c'est intéressant justement de voir les fondements de ces lignées et des choses que, bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut apprendre sur sa lignée et sur les autres lignées à la lecture de ces volumes. Qui sont traités de façon équivalente au niveau du volume, justement. Exactement, c'était vraiment le but de Kongtrul, c'était de ne pas minimiser ou majorer certaines lignées, mais vraiment de les traiter toutes de manière égale, puisqu'en fait, elles ont toutes le même but. Elles mènent à l'éveil, donc il n'y a aucune raison d'en privilégier certaines ou au contraire, d'en minorer d'autres, puisque finalement, leur but est exactement le même. C'est pourquoi on dit de Kongtrul que c'est lui qui est finalement le chef de file du mouvement rimé. Oui, exactement. C'était vraiment un des premiers qui a eu cette vision très très vaste des enseignements bouddhistes, de vouloir vraiment les préserver pour qu'ils ne se perdent pas et que nous puissions actuellement en profiter, quoi. Alors, juste avant de terminer, vous avez peut-être déjà entrepris la traduction d'un 5e volume? Je commence à le regarder. Le 5e volume va être sur justement l'aboutissement de toute cette progression et ça sera l'éveil, ça sera le fruit ultime. Et c'est le dernier volume de la collection des 10 volumes que Kongtrul a publiés au sein du Trésor de connaissances. D'accord, que vous choisissez donc en accord avec la Fondation Tsadrak qui vous soutient. C'est ça, exactement. Merci infiniment, Christian Charrier. Donc, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour parler du 4e volume, Les Terres et les Voies. Très bien, merci. D'ici là, quelques conseils de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Vie de Jamgon Kongtrul, écrite par lui-même, édition Claire Lumière. Cette autobiographie nous fait découvrir la vie intérieure du grand maître tibétain, au-delà des détails de son quotidien et des rouages de la vie du monastère au XIXe siècle. Trésor de connaissances, volume 1, les systèmes philosophiques bouddhistes de Kongtrul, édition Padmakara, traduit et annoté par notre invité Christian Charrier. Comme nous l'avons vu dans l'émission, ce volume présente un tableau complet des différents systèmes philosophiques des traditions tibétaines. Il s'agit d'orienter le travail du pratiquant en lui donnant les bases de la connaissance. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine pour la suite. Merci. Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée aux écrits de Jamgon Kongtrul. Nous avons vu la semaine dernière que ce grand maître tibétain de la lignée Kagyu avait écrit une exceptionnelle encyclopédie présentant tous les aspects de toutes les lignées tibétaines dans un souci œcuménique de transmission. Cette œuvre commence à nous devenir plus familière grâce à l'immense travail de traduction en langue française
qu'a entrepris depuis 8 ans avec la Fondation Tsadra, celui que nous recevons aujourd'hui, Christian Charrier. Ainsi, le 4e volume intitulé « Les terres et les voix » vient d'être traduit et publié. Il traite d'un sujet passionnant, la façon dont un pratiquant progresse sur le chemin bouddhiste depuis le point de départ de confusion jusqu'à l'éveil. Nous allons donc découvrir que Jamgon Kongtrul non seulement donne à voir le processus complet de transformation, mais qu'en plus, il décrit ce parcours précis pour chaque lignée tibétaine pour permettre à chaque pratiquant de trouver sa voie. Nous avons le plaisir de retrouver Christian Charrier. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant du Dharma. Vous avez effectué une retraite de 3 ans dans la tradition Kagyu. Vous traduisez depuis une vingtaine d'années des textes anciens tibétains qui forment aujourd'hui un vaste patrimoine de la culture tibétaine en langue française, notamment grâce au soutien de la Fondation Tsadra. Alors aujourd'hui, on va donc s'intéresser au 4e volume du Trésor de connaissances que vous avez traduit récemment et publié. De quoi traitent les terres et les voix ? Alors, les terres et les voix, si on voulait l'exprimer de manière assez générale, on pourrait dire que ça traite de la transformation, en fait, qui a lieu dans l'esprit d'un pratiquant à partir du moment où il est entré sur la voie et jusqu'à le but qu'il vise à atteindre, que ce soit la libération personnelle ou que ce soit l'éveil d'un Bouddha. Voilà, c'est à peu près ce parcours que décrit ce livre-là. Oui. Alors pourquoi est-ce que Kongtrul a voulu finalement faire un volume tout entier sur ce processus de transformation ? Eh bien parce que c'est très 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 vaste. C'est comme si voilà, comme s'il déployait devant nous une carte routière en mettant bien en évidence les tracés que l'on peut suivre pour arriver à ce but. Et dans les volumes précédents, donc, il a explicité tous les domaines en fait, de la connaissance tibétaine, et notamment de la pratique, donc au niveau de l'étude, au niveau de la réflexion et au niveau de la méditation. Et maintenant, dans ce volume-là, il synthétise tout ça en montrant à quoi servent justement ces pratiques que l'on a mis en évidence et où est-ce qu'elles conduisent et comment est-ce qu'on évolue progressivement pour atteindre le but du voyage. Alors justement, vous parlez de cartes comme une carte routière avec des points précis. Des points, ce sont des points de passage obligés ou ce sont éventuellement des directions à prendre? Ce sont plutôt des directions à prendre, mais il y a aussi des repères sur cette carte. Et justement, tout l'art de Kongtrul, c'est justement de montrer quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à un pratiquant pour pouvoir suivre la voie qu'il a choisi de suivre en tout cas. Parce que toutes les voies, en fait, ne sont pas les mêmes. Certaines vont être plus lentes, d'autres, au contraire, vont être plus rapides. Certaines vont pouvoir être éventuellement des raccourcis que l'on peut prendre, mais elles ne s'adressent pas donc au même type de pratiquants. Donc tout ça, bien sûr, il faut le présenter. Et voilà à quoi servent des livres comme justement ces livres qu'on appelle les terres et les voies, qui traduit l'expression tibétaine salam, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que cette analyse justement apporte aux pratiquants? Alors vous disiez qu'il peut s'y retrouver parmi les voies, hein, donc les voies ce sont les 8 lignées tibétaines, si je comprends bien. Il y a différentes voies qui s'offrent suivant le véhicule que l'on va utiliser. Donc si on veut utiliser toujours cette métaphore, on est sur une carte et on veut avancer. Quel véhicule on va choisir? Est-ce qu'on va choisir le véhicule fondamental ou est-ce qu'on va choisir le grand véhicule? Et dans le grand véhicule, est-ce qu'on va prendre un véhicule plus rapide comme le Vajrayana, par exemple? Donc, en fait, la lecture des textes comme ça, qui illustrent ce qu'on appelle le parcours ou les terres et les voies, c'est une sorte d'auto-évaluation, en fait, pour le pratiquant, qui vont lui permettre de se situer et de savoir exactement là où il en est dans son parcours. Donc, c'est quelque chose de très, très pragmatique et très utile pour le pratiquant. En plus de ça, je pense que ça peut aussi lui donner confiance dans la voie. Au lieu d'avancer à l'aveuglette, si on peut dire, il a en quelque sorte une carte sous les yeux, voire un GPS même, qui va lui montrer ou lui indiquer le chemin. Et donc, il a pas de souci à se faire, quelque part. Il a devant lui tout un chemin tracé que de nombreux pratiquants ont suivi avant lui et ont atteint tel ou tel niveau. Et donc, il peut y aller en toute confiance.
Est-ce que un tel livre, enfin un tel projet de retranscrire comme ça le processus de transformation existait déjà? Toutes les lignées, finalement, proposent justement une carte comme ça. On pourrait appeler ça une carte de l'esprit, en quelque sorte, ou une carte mentale, pour savoir exactement comment se déploie, comment se déroule la voix. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement. C'est un domaine d'étude qui a été très, très étudié, bien sûr, dans la tradition tibétaine. En Occident, c'est pas forcément un domaine qui a été privilégié. Pour différentes raisons, je pense pour des raisons techniques, parce que c'est quand même très 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 précis, et les descriptions sont pas toujours simples à comprendre, et ça a peut-être un peu dérouté le pratiquant occidental qui préférait se reposer sur des volumes plus accessibles que des fiches un peu techniques comme celle-ci. Oui. Et pourquoi proposer différentes approches pour progresser sur les terres et les voix? En fait, ces différentes approches sont proposées parce qu'elles s'adressent à des pratiquants différents. Kongtrul, justement, a pour mission de révéler tout ce qui est accessible à un pratiquant bouddhiste de son époque. Et donc, il prend en compte tous les types de pratiquants, selon leurs capacités, selon leurs intérêts, selon leur motivation, selon le but qu'il veut atteindre. Donc, c'est pour ça dans le bouddhisme, c'est pas, on ne doit pas, tout le monde ne doit pas se mettre dans le même moule pour arriver. Mais justement, il faut tenir compte de toutes ces diversités. Oui. Alors, ce sont des diversités, mais est-ce qu'elles ont un lien ou des points de Je dirais que c'est finalement le but final, le but auquel on veut arriver. Et donc, c'est ça qui crée en sorte un lien entre toutes ces pratiques. Elles ont toutes des diversités, elles sont toutes très variées, mais elles mènent exactement au même but. Et un autre aspect, je pense, qu'on retrouve dans toutes ces lignées, dans toutes ces voies, c'est qu'elles se fondent sur, on va dire qu'on pourrait appeler ça quelque chose qui met des bases, qui met des fondements. Et quelles que soient les lignées que l'on suit, en fait, même si les véhicules sont plus ou moins avancés, ils doivent reposer sur des bases extrêmement stables, des bases fondamentales. Donc, c'est pas parce qu'on va pratiquer un véhicule extrêmement avancé que ces bases ne serviront à rien, au contraire. Et donc, toutes ces voies suivent exactement le même principe. Alors, ce titre, Les terres et les voies, qu'est-ce que ça représente exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Techniquement et de manière traditionnelle, ça fait référence donc aux 5 voies et aux 10 terres. Ce sont la façon dont, en général, toutes les traditions, toutes les écoles bouddhistes présentent ce parcours un peu du pratiquant. 5 voies qui sont progressives et le pivot, la charnière de ces 5 voies, c'est la 3e voie qui s'appelle la voie de vision. Parce que c'est à partir de cette voie de vision que l'on réalise directement la vacuité. Donc les 2 premières voies sont en quelque sorte des voies d'accumulation et de préparation, mais le grand saut est fait à partir de ce pivot qui est la voie de vision. Et à partir de la voie de vision, il va y avoir une voie de méditation jusqu'à une voie de non-méditation où on arrive au but final. Donc en fait, et à partir de cette première voie, il va y avoir un étagement en 10 terres. 10 terres progressives, c'est ça qui sont des niveaux, qui sont des paliers, si vous voulez, qu'on appelle des bhumis en sanskrit, et qui sont très gradués, et au cours desquels donc, le pratiquant va de plus en plus avancer, accumuler du mérite, purifier des choses encore négatives ou des tendances qui seraient encore en lui, et réaliser d'autres accomplissements qui vont lui permettre comme ça d'avancer. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans toutes ces voies, c'est ce double processus en fait, qui est un processus à la fois d'élimination et un processus de réalisation. Et c'est comme ça donc qu'on progresse sur les 10 terres. Alors on parlait des points communs, mais est-ce qu'il y a aussi des divergences selon les voies? Alors, la divergence, Kongtrul en parle justement par rapport à
un point très intéressant. Et vous me demandiez tout à l'heure pourquoi justement Kongtrul avait consacré un volume entier aux terres et aux voies, parce qu'en fait, il prend en compte différents types de modèles descriptifs. Et un de ces modèles descriptifs, ce sont ce qu'il appelle les trois yogas, ce qu'on appelle les trois yogas de la tradition Nyingmapa. Et dans le dernier de ces yogas, qu'on appelle l'Ati Yoga, là, le parcours est beaucoup plus direct. On ne fait plus référence à des terres ou à des voies. D'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais vous lire une petite citation de Kongtrul qui pourrait illustrer un peu cette perspective. Donc, Kongtrul dit « Dans l'Ati Yoga, véhicule dépourvu d'effort, la luminosité manifeste est entièrement intégrée à la voie, si bien que, depuis les véhicules inférieurs, on est déjà engagé dans le primordial. Il est dit que transcendant l'effort nécessaire pour franchir les voies et les terres, selon une purification graduelle, la grande perfection, c'est-à-dire le Dzogchen, consiste en une seule terre et ne requiert ni purification ni progression. » Oui, donc ça veut dire qu'effectivement la 8e... Ça, c'est radical. Oui, effectivement. C'est à la fois la base, la voie et le fruit de ce yoga. Oui, c'est radicalement différent des autres lignées. Des autres perspectives, oui, oui. Des autres approches. Est-ce que c'est difficile, finalement, pour un pratiquant d'aborder un tel ouvrage ? Tout dépend de son intérêt, je dirais. Tout dépend de son honnêteté aussi. Et je pense que tout pratiquant a envie de savoir où il ou elle en est dans son parcours. Et quels sont les jalons qu'il doit franchir, quels sont les éléments sur lesquels il doit mettre plus d'intérêt que sur d'autres, développer plus le côté compassion, le côté sagesse, comment les unir entre eux, les deux, pour pouvoir justement être dans une avancée qui soit à la fois progressive et aussi certaine de conduire au but qu'on s'est fixé. Donc je pense que pour un pratiquant, c'est indispensable d'avoir cette progression et pour bien sentir justement où il en est dans cette voie. Et ne pas se mentir à soi-même, éventuellement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Christian Charrier, d'avoir... nous avoir expliqué les terres et les voies. À suivre peut-être le volume sur l'éveil. Ça sera le prochain volume, effectivement, sur l'aboutissement, justement, de ces terres et ces voies, là où elles conduisent, donc le fruit final, le fruit ultime, qui est donc cet état de Bouddha. Et ce dernier volume, donc, est une description de cet état-là, vu aussi selon différentes perspectives, comme dans toute l'œuvre de Kongtrul. Merci infiniment. Avec plaisir. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, Trésor de connaissances, volume 4, Les terres et les voies de Jamgon Kongtrul aux éditions Padmakara, traduit et annoté par notre invité Christian Charrier. C'est donc l'ouvrage qui a guidé notre émission. Il décrit étape par étape, pour chacune des 8 lignées tibétaines, le processus de transformation du pratiquant bouddhiste sur le chemin de l'éveil. Trésor de connaissances, volume 3, Les instructions cruciales de Jamgon Kongtrul, traduit et annoté par Christian Charrier, comme pour les volumes 1 et 2 présentés la semaine dernière. Le maître tibétain livre ici les instructions essentielles des 8 lignées tibétaines pour expliquer aux pratiquants la phase de perfection. Et puis Chemin spirituel, petite anthologie dans les plus beaux textes tibétains, traduit et présenté par Mathieu Ricard, chez Nil Éditions. On trouvera ici un corpus de textes assez accessible à tous, réunis pour offrir l'essentiel de la philosophie bouddhiste à ceux qui entreprennent un cheminement spirituel avec des valeurs telles que la compassion et l'amour altruiste. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur France.tv. Très bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci.